Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui porte sur l'anxiété et les prestations d'enseignement. Alors, avant de commencer, je vais vous inviter tout de suite à minimiser toutes les distractions que vous pourriez avoir. Alors, éteindre vos SMS, vos clavardages, votre téléphone. Vous savez que le simple fait d'avoir son téléphone à côté de soi réduit d'un pourcentage quand même significatif l'attention et la performance. Donc, je vous le dis comme ça en passant. Vous pourrez en savoir plus. Vous regarderez, vous lirez Steve Masson qui vous en parle, qui vous parle de ça. Alors, je vous informe que nous allons enregistrer ce webinaire, que vous aurez accès à l'enregistrement dans les semaines qui vont suivre sur le site du CPU, que le clavardage sera aussi enregistré, que vous recevrez aussi la présentation PowerPoint dans les prochaines semaines. On va vous l'envoyer. Et je vous invite aussi à bien inscrire, à bien indiquer votre nom dans la petite fenêtre participant. Là, si votre nom n'est pas écrit au complet, je vous demanderai de l'écrire. Pour nous, ça nous aide par la suite pour savoir qui a participé, ainsi que votre faculté. Alors, bonjour, bienvenue. Mon nom est Hélène Charette. Je suis conseillère pédagogique au Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal. Alors, je fais de l'accompagnement programme. Je m'occupe aussi du dossier formation. Je donne des formations à l'occasion également. J'ai un dossier aussi au cycle supérieur et j'ai le plaisir d'animer cette formation que nous avons conçue ensemble, José et moi. Donc, j'ai le plaisir d'animer cette formation avec José que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour. Merci Hélène. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis psychologue en soutien à l'apprentissage dans les services à la vie étudiante à l'université. Voilà, habituellement, j'offre des présentations aussi, des formations aux étudiants et étudiantes. Et puis aujourd'hui, c'est avec vous tous comme professeurs et ça me fait un grand plaisir de venir échanger avec vous. Alors, voilà, donc nous allons pouvoir commencer bientôt, hein, Hélène? Oui, tout à fait. Je vous signale que c'est notre première édition, donc on fera certainement des ajustements pour les prochaines éditions au niveau de la durée. Alors, le titre, gérer l'anxiété lors de ces prestations d'enseignement. Avant de commencer, je tiens à remercier encore une fois, devant tout le monde, Marie-Lou Bourque, aux bibliothèques, qui a eu l'idée de cette formation. Donc, je la remercie chaleureusement. Elle est avec nous aujourd'hui et j'en suis contente. Alors, nous commençons. Les personnes qui sont ciblées par cette formation, c'est tout le corps enseignant, mais c'est toute personne qui s'intéresse au sujet. Donc, quand on donne des formations, des présentations, quand on a parlé devant un public, alors ce sont des trucs dont nous allons vous parler et qui peuvent aussi intéresser plus d'un. Aujourd'hui, nos intentions, c'est vraiment de favoriser la mise en place d'actions qui vont faire naître un sentiment de maîtrise devant l'anxiété. On ne contrôle pas tout, mais on peut avoir un sentiment de maîtrise. On veut aussi favoriser une déconstruction de nos idées préconçues et normaliser le stress qui apparaît lors des prestations d'enseignement. Alors, est-ce que c'est normal d'être stressé? Oui, c'est normal. On va le voir plus tard. Et aussi vous sensibiliser à différentes astuces à appliquer pour mieux composer justement avec le stress et l'anxiété lors de vos prestations d'enseignement. Alors, c'est ce que nous visons aujourd'hui avec vous. Voici rapidement le plan de la formation. On va commencer avec un petit sondage pour voir comment vous percevez le fait d'enseigner, d'être devant un groupe. On va aussi vous parler des raisons qui peuvent expliquer pourquoi c'est anxiogène de parler devant un groupe. On va parler également des 4 facteurs qui sont liés au stress, les 4 facteurs que vous connaissez peut-être de Sonia Lupien. Nous allons aussi parler de l'anxiété de performance et du syndrome de l'imposteur, de la conception idéalisée de ce qu'est un bon enseignant, de comment relativiser son stress et son anxiété, c'est possible. Et on va aussi parler de la force de la vulnérabilité. Alors, se montrer tel qu'on est, être authentique, c'est une force. On va prendre quelques questions, on va aussi prendre vos commentaires et on va poursuivre avec la façon de diminuer les symptômes qui sont liés au stress et à l'anxiété. Et on va vous parler aussi d'un plan d'action à la toute fin avec un objectif à la fois. Alors, tout au long de la présentation de la formation, nous vous invitons à vous exprimer s'il y a lieu,
Vous pouvez nous écrire des commentaires, vous pouvez nous arrêter si vous avez des questions, mais comme vous le voyez, on a déjà des périodes de questions pour vous qui ont été placées. Alors, nous commençons avec un petit sondage. Là, est-ce que j'ai accès à mon clavardage? Oui. OK. Alors, voici un petit sondage d'abord. Quand vous devez parler devant un groupe, on aimerait savoir comment vous vous sentez. Alors, regardez, est-ce que vous vous sentez comme un poisson dans l'eau? Est-ce que vous vous sentez épié, jugé? Est-ce que vous vous sentez comme une rockstar? Content, mais c'est pas tout à fait content. Est-ce que vous vous sentez nerveux, mais pas trop quand même, hein, ça va? Ou et c'est épuisant, vous trouvez que c'est vraiment épuisant, c'est très difficile, vous n'aimez pas vraiment ça, ou vous vous sentez hyper relax, c'est cool, ça va très bien pour vous. Très confiant ou apeuré? Est-ce que ça vous fait peur? Alors, est-ce que c'est tous ces éléments à la fois? Est-ce qu'il y a d'autres émotions que vous ressentez quand vous devez vous exprimer devant un groupe? Alors là, je vois que vous n'écrivez pas en ce moment dans le clavardage. Alors, je vous invite à le faire. Vous êtes 53. Vous devez écrire quelques sentiments. Alors, un peu nerveux, F, épuisé, difficile, beaucoup de E, mais vraiment, allez-y, là, dites-nous un mélange E, C, D, E, donc comme une rockstar, content, épié, jugé, variable selon les journées, Marie-Lou, Gabriel, B et D, donc épié, jugé, on se sent jugé, c'est certain, il y a un mélange de A, de B. Alors, il y a un mélange de tout ça dépend des jours, en effet. Alors, je vous remercie, c'est super. Vous participez bien, je suis très contente. On est très contente. Donc, ça peut être un peu tout à la fois. Alors, ça dépend quel est le sujet, en effet. H aussi, confiant, on peut être confiant, c'est très bien d'être confiant aussi. Alors, merci d'avoir participé. Alors, moi aussi, ça dépend des moments, mais là, en ce moment, je suis un petit peu stressée. C'est normal. On va le voir. Alors, pourquoi parler en public peut être anxiogène? Alors, d'après vous, encore une fois, je vais vous demander d'écrire rapidement des mots dans le clavardage. Vous êtes 54, je vous demande de participer. Pourquoi, d'après vous, quand on parle devant un groupe, on peut être anxieux? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? La peur du jugement, tout à fait. La peur du jugement, l'erreur, le jugement d'autrui quand c'est la première fois, on peut se tromper, peur de bafouer, l'inconnu, en effet, il y a l'inconnu, on ne connaît pas son public, etc., etc. Jugement, impression de ne pas bien maîtriser, peur de faire une erreur. C'est super, je vous remercie. Oui, vraiment, l'oubli, par des questions difficiles. Alors, ce sont tous des aspects qu'on va aborder dans cette formation. Je vous remercie énormément de votre participation. Alors, sachez que ce comportement, cette peur, elle est très répandue. C'est ce que souligne Christophe André, que vous connaissez sûrement. C'est un psychiatre français qui a écrit beaucoup sur l'anxiété, la dépression, qui parle beaucoup également de méditation. Donc, il dit également que la peur d'être dévisagé et de prendre la parole en public est l'une des plus courantes, avec celle des serpents et celle du vide. Alors, 55% de la population appréhende cette situation et près d'une personne sur 3 renonce à s'exprimer devant un groupe. Donc, c'est quelque chose qui est assez commun, n'est-ce pas? Et il y a des raisons qui expliquent tout ça. Donc, vous n'êtes pas seul, on n'est pas seul à trouver ça stressant. Alors, état des lieux. Alors, on sait qu'aujourd'hui, le rôle de l'enseignant change. Hein, on est moins en mode transmissif. On a une clientèle aussi qui est de plus en plus instruite, qui est de plus en plus critique, qui va aller rapidement partager aussi sur les réseaux sociaux ce qu'elle pense. Les étudiants sont aussi actifs, ils sont plus participatifs. On peut avoir peur justement du fait qu'ils soient plus participatifs. Où est-ce qu'ils vont nous amener quand ils posent des questions? On a peur de leurs questions. On a aussi peur des silences radio, par exemple. Puis on a peur du jugement. On a tous peur du jugement parce qu'on est exposé. Alors, pourquoi parler en public peut être anxiogène? Alors, on va y aller dans quelques instants, mais j'aimerais aussi d'abord, avant de poursuivre, vous demander, dans votre rôle d'enseignant, qu'est-ce qui vous cause du stress ou de l'anxiété? Alors, il y a les prestations, probablement, quand vous devez parler devant un groupe, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous causent du stress et de l'anxiété? Alors, encore une fois, je vous invite à participer. Nous, on garde ces données qui vont nous permettre de vous proposer d'autres formations sur d'autres sujets, sur le savoir-être. Alors, d'après vous, là,
dans ce que vous vivez, est-ce qu'il y a des éléments qui vous stressent ou qui causent de l'anxiété? Alors, merci. Le côté participatif, oui, perte de contrôle de la classe, les échéances, quand on a un contenu nouveau, les questions des étudiants, la peur de ne pas être à la hauteur des attentes, peur d'être ennuyant, de ne pas être apprécié. Donc, vous pouvez encore en écrire, vous êtes nombreux. Je m'attends à ce que vous participiez plus, de ne pas être compris, peur d'être perçu comme plate, des pertinences, pas compétentes. Alors, vraiment, il y a beaucoup d'autres aspects euh, qui peuvent vraiment nous rendre stressés, nous rendre anxieux. Je vous remercie, c'est super. Merci, peur de ne pas être compris, peur de contredire l'opinion d'un autre prof. Ça, c'est vrai, ça peut nous arriver en effet, on ne se sent pas bien dans ce temps-là. Merci, c'est super. Peur d'être inutile. Alors, moi, je garde tout ça précieusement, ce que vous nous donnez aujourd'hui. C'est fantastique. Alors, présence des facteurs reliés au stress. Alors, pourquoi quand on arrive devant un groupe, on devient stressé, on a peur, donc on vit de l'anxiété, parce qu'on retrouve souvent un ou tous les 4 facteurs qui causent le stress, les 4 facteurs reliés au stress, connus sous l'acronyme CINE, faire son CINE. Alors que dont Sonia Lupien nous parle. Alors, pourquoi? Bien, parce que quand on arrive devant la classe, ben oui, on a peur de perdre le contrôle. On n'a pas le contrôle sur tout. On ne sait pas comment le groupe va réagir. On ne sait pas si les étudiants vont répondre à nos questions ou s'ils nous posent des questions et s'ils nous amènent vers un chemin auquel on n'a pas pensé. Et là, on perd le fil de nos idées. On avait prévu faire les choses d'une certaine façon, puis on se dit, mon Dieu, mais je n'aurai pas le temps de passer à travers tout mon contenu avec ce que l'étudiant est en train de faire, ou je ne sais trop. Peur des imprévus, on l'a vu durant la pandémie, on a eu des imprévus techniques parfois. Et ça nous stressait. C'est normal parce qu'on perd le contrôle encore une fois. Il y a des imprévus encore dans les questions des étudiants ou peu importe ce qui peut arriver, vous le savez. La nouveauté, si c'est la première fois, vous le mentionniez dans le clavardage avec raison, quand c'est la première fois qu'on donne ce cours, c'est la première fois qu'on rencontre ces étudiants, on ne connaît pas ce groupe, c'est nouveau, ça nous stresse à cause de l'anxiété. Et aussi, cette fameuse menace à l'ego. Alors moi, je suis devant vous, là, je le sais, il y en a qui me jugent, c'est normal, il faut accepter ça. Hein? Il y en a à qui je vais plaire, il y en a à qui je vais déplaire, etc. Donc, on se sent menacé, on a un certain sentiment où on se dit, ah, je vais être jugé, est-ce que je suis à la hauteur, etc. Donc, pour s'en rappeler, on pense à cet acronyme qui vient de cette chère Sonia Lupien, faire son ciné. Alors, ce qui est important, d'abord, c'est d'identifier les sources de stress. Alors, on a vu les 4 facteurs, mais si moi, c'est la peur de la nouveauté, je vais essayer de me rassurer en trouvant des plans B, en pensant à comment est-ce que je pourrais diminuer cet effet sur la nouveauté. Et ça va toujours bien quand on pense justement à des solutions, quand on est face à des situations problématiques, des stress, etc., quand on a des plans B. Mais là où on est moins bon, un petit peu comme humain, c'est quand on n'a pas de plan B, qu'on doit gérer une situation, comme on a vu, là, un imprévu ou peu importe qui arrive. Et là, on est stressé, puis c'est là qu'on manque de moyens. Quand on a aussi une accumulation de stresseurs, puis qu'on arrive avec des stress qui deviennent, finalement, avec l'accumulation de stress, des stress qui deviennent chroniques. Donc, vraiment, on va essayer de, de voir dans la formation comment on peut lâcher prise face à tout ça. Lâcher prise, la tolérance aussi. Alors, on vit du stress, on ressent ces émotions qui ne sont pas toujours agréables. Alors, on va essayer de tolérer ce malaise. On va essayer d'être tolérant face à cette ambiguïté, face aux incertitudes, face aux zones grises floues. On en a eu des zones grises floues dans notre vie, dans un projet. On ne savait pas trop où on allait. On sait qu'on est passé à travers. Donc, on peut se dire, on va tolérer ce qui se passe, on prend acte, on voit ce qui se passe. Et je sais, par le passé, j'ai vécu des choses comme ça. J'ai été dans des incertitudes, puis je suis passée à travers. Donc, arriver à avoir une certaine tolérance, accepter, laisser porter. Puis une tolérance, donc, face au stress, bien sûr. Alors, Josée va en parler tantôt de cette tolérance qui est importante là, de mettre en place. Être anxieux et stressé avant de donner un cours. Est-ce que c'est normal d'après vous? Alors, mettez-moi des pouces si c'est normal d'après vous dans le clavardage. Est-ce que vous pensez qu'on
on ne devrait pas être stressé avant de donner un cours ou est-ce que c'est normal? Ben oui, c'est normal. Merci, Jean-Philippe, André. C'est même utile. Le stress va aussi nous mobiliser. Merci, André. Tout à fait normal. Donc oui, surtout en début d'année, n'est-ce pas? Et on va essayer de normaliser ce stress et cette anxiété. Et je laisse la parole à José. Oui, merci Hélène. Alors, tout ce que vous mettez justement dans le chat sont des bons exemples. C'est super intéressant. En fait, oui, c'est vrai, le stress, hein, il est bien utile. On l'expérimente tellement de toutes sortes de façons on sait que ça va nous mobiliser et que ça va faire en sorte qu'on va être dans encore plus focus, présent, satisfait, enthousiaste. Alors, quand on donne une prestation d'enseignement, moi, j'ai enseigné aussi pendant un certain nombre d'années. Donc, il y a vraiment on sent une montée d'intérêt, on sent qu'on est présent aussi. Alors, il y a tout cet aspect-là. Puis, des fois, ça va vers l'anxiété. Et là, on se retrouve un petit peu plus dans des réactions automatiques qui sont encore là des bonnes réactions de stress, mais parfois, disons que ce n'est pas tout à fait celles qu'on souhaiterait avoir. Mais si on les repasse ensemble, quelles sont-elles ces grandes réactions spontanées au stress ou aux inconforts qu'on peut ressentir? Bien, la première, c'est l'évitement, la fuite. Donc, fuir, tout à fait normal, c'est une des stratégies qu'on a utilisées beaucoup, beaucoup dans l'histoire de l'humanité, devant toutes sortes de stresseurs. Quand on est en enseignement, ben, fuir, c'est sûr que ça sera à ce moment-là, peut-être pas fuir de la classe, là, parce qu'on est là, mais ça sera fuir de toutes sortes d'autres façons. Éviter certaines prestations de cours, procrastiner dans la préparation. Se sentir pas tout à fait à l'aise des fois dans certaines pauses. Hein, il y a des fois, on a envie vraiment d'aller plus loin que la classe. Donc, fuir est tout à fait normal. C'est une réaction automatique. Et on a celle aussi de foncer. On les appelle les 3F, en fait, fuir, foncer, figer, foncer ou rechercher du contrôle. Donc là, on risque spontanément là, de vouloir tout prendre le contrôle, tout ce qu'on peut pour reprendre le contrôle de la classe, comme on dit, ou encore se retrouver en contrôle de ce que nous allons donner dans l'information et également figer dans la situation, qui est l'autre aspect typique. Donc, figer va être un peu moins agréable lorsqu'on est en prestation d'enseignement. C'est quand on sent qu'on a perdu nos idées. On perd le fil, la clarté dans les idées, on se sent un peu bloqué. Je reviens aussi à foncer, rechercher du contrôle. Ça serait focalisé, pour vous donner un exemple, ça serait focalisé sur tous les petits détails dans la classe ou encore dans la préparation du PowerPoint à l'avance parce qu'on sent qu'il y a un stress qui s'en vient. Ne pas parvenir à décrocher aussi après le cours ou encore être hyper vigilant devant les réactions de certaines étudiantes là, ou certains étudiants qui sont moins intéressés, par exemple. Ça va souvent être plus la recherche de contrôle. Donc, on voit que ce sont les réactions traditionnelles. On pourrait l'appeler le temps 1. Donc, spontanément, c'est comme ça qu'on réagit. C'est tout à fait normal. Et ce que ça nous dit, c'est ah oui, c'est vrai, ça m'a stressé. Dans le fond, ça nous permet de reconnaître qu'on est en train de vivre du stress dans la situation. Donc, si on va voir maintenant à la prochaine diapositive, on pourrait se dire, d'accord, est-ce que cette situation de stress-là que j'ai, quelle est-elle en réalité? Parce que le premier réflexe qui risque d'arriver, on a un peu plus tendance à réfléchir de façon pessimiste qu'optimiste selon les études qui ont été faites. Et là, je pense entre autres à un auteur en psychologie qui s'appelle Seligman, Martin Seligman, qui a beaucoup étudié cette façon-là de réfléchir. Et puis, bon, est-ce qu'on va vers l'optimisme et du pessimisme? Quand on est dans une approche optimiste, qu'on vit du stress, on va se retrouver à contextualiser beaucoup, en fait, le stress et à le rendre beaucoup plus spécifique. Donc, ça peut être intéressant de se poser la question, plutôt que de généraliser, en fait. Ça peut être intéressant de se poser cette question-là. Est-ce que ça m'est vraiment arrivé tout le temps? Est-ce que c'est vraiment avec ce groupe? Est-ce que c'est avant d'entrer dans la classe? Quand est-ce que ça se passe? Passer du général au particulier, on dit souvent ça comme enseignant, enseignante, qu'est-ce que ça peut être ici dans la situation? Bien, à quel moment précis en réalité ça m'est arrivé et c'était quoi ce moment spécifique du moment précis? Donc, vraiment pour dédramatiser. C'est normal encore là de dramatiser une situation où on aurait senti qu'on a perdu un peu plus le contrôle et qu'on est dans l'anxiété parce que
c'est une expérience qui n'est pas facile à vivre quand ça nous arrive et on va souvent avoir tendance à l'expliquer de façon très générale, mais là, ça nous amène dans un sentiment justement que ça serait toujours comme ça, que ça serait généralisé dans l'ensemble de notre prestation, alors que quand on le rend spécifique, c'est beaucoup plus prenable. Et on va avoir aussi des signaux de stress qui vont être différents selon les moments. Donc, choisir une vision optimiste, ça peut être intéressant dans la situation. Ça peut être intéressant. Et ce qui se passe également, puis là, on peut aller voir la prochaine diapositive, c'est que dans le fond, on a un contexte spécifique. Parfois, on pourrait penser au fait que c'est de l'anxiété de performance. On va parler aussi un peu du syndrome de l'imposteur parce qu'il arrive souvent, le syndrome de l'imposteur aussi dans certaines situations, surtout quand c'est un nouveau cours où on a un nouveau public, par exemple, auquel on fait face, donc on peut y arriver. Mais allons voir de quoi il est question quand on parle d'anxiété de performance. Alors, quand on parle d'anxiété de performance, quand est-ce qu'elle va arriver, cette anxiété-là? Est-ce que vous avez des moments où ça vous arrive davantage? Est-ce qu'il y a des situations? Parce que parfois, on peut donner le même cours, on a de l'anxiété de performance avec un groupe et on n'en a pas avec l'autre groupe. Donc, ça n'est pas nécessairement associé au type de cours comme tel. Donc, il y a vraiment des situations spécifiques. Si on va aller voir ces situations spécifiques-là, c'est tout simplement qu'on se retrouve dans le fond en performance perçue. On sera soit évalué, soit qu'il y a un groupe qui nous regarde. C'est pour ça que l'enseignement, c'est quand même un moment où est-ce que, on parlait de la menace à l'ego tout à l'heure, là, dans le fond, dans un des facteurs de stress, mais c'est continuel lorsqu'on enseigne. Donc, c'est tout à fait, encore là, possible qu'une situation nous amène à vivre un contexte de performance qui va être très, très variable selon. En fait, ça va être très variable selon la situation, mais ça va surtout être très variable selon l'importance qu'on va donner à la situation. Et ça, c'est la bonne nouvelle de la chose, dans le sens, si vous suivez mon raisonnement, c'est-à-dire que si c'est important pour nous, ben, c'est associé souvent à de l'anxiété. Donc, on n'a pas cet aspect-là, il n'y a pas de mauvaise intention ou de problématiques, là, si on veut, qui sont associées à quelque chose qui n'est pas important. Donc, c'est vraiment parce que c'est important. Alors, ça change beaucoup de choses. Ça peut nous mener un peu plus à des attentes ou à de la bienveillance, en fait, par rapport à nous. Réactions automatiques qui peuvent être présentes. Il y en a plusieurs. Vu que c'est de l'anxiété, dans le contexte de performance, ça peut être de l'intensité, de l'anticipation. Mais les ruminations sont souvent beaucoup plus fréquentes entre les cours, avant le cours. Ça arrive souvent. À ne pas dormir la veille. Ça vous rappelle des choses, peut-être certains cauchemars d'enseignants. Moi, je me souviens d'avoir fait un certain rêve comme ça qui était d'arriver en retard, en fait, au cours. Ça m'est arrivé très souvent de faire ce type de rêve et de chercher la classe, de ne pas savoir elle était où aussi. Donc, il y a beaucoup d'imagination potentielle. Si vous avez de l'imagination, ben, c'est possible aussi que l'anxiété soit très présente. Hein, ça va avec beaucoup de pensées, beaucoup d'anxiété, vu que les pensées sont de toute nature. Donc, dans l'anxiété de performance, on va se retrouver en réaction automatique, en fait, d'anxiété. Et on a aussi d'autres aspects, là, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que quand arrive le stresseur, en général, on imagine tout de suite une situation quand il est là, c'est-à-dire qu'on imagine comment on va se préparer au pire. Alors, ça va être la même chose dans l'anxiété. Ce n'est pas encore arrivé, mais on va souvent imaginer le pire. Et on pourrait parler d'une dramatisation involontaire, parce que ça arrive spontanément, des échecs potentiels dans la situation justement de performance. Donc, ce qu'on imagine, c'est souvent les scénarios catastrophiques où on n'y arrivera pas, où on ne sera pas capable de faire face. Et ça se passe pour de vrai. Le corps, pour lui, ça se passe pour de vrai, même si on sait que c'est dans notre imagination. Et les réactions de stress peuvent être associées à ce moment-là, même si on est surpris un peu de réagir fortement parfois, mais pour le corps, que ce soit dans la réalité ou dans l'imaginaire, ça sera pas mal semblable. Donc, on risque d'avoir les mêmes réactions physiologiques. Ça, c'est important aussi de le placer sous cet angle-là. Et un dernier aspect,
également de l'anxiété de performance, c'est que, en fait, si on continue, il y a un problème d'estimation. On va parler d'anxiété de performance quand on remarque qu'il y a une menace, mais on la surestime et on sous-estime notre capacité à la combattre. Alors, dans ce temps-là, ce qu'on va faire souvent, c'est notre comportement de prédilection sera d'éviter la situation. Donc, on va mal estimer. En fait, c'est comme ça qu'on pourrait le résumer. Maintenant, si on va voir comment on réagit au stress, il y a une courbe de stress, vous remarquez l'année, hein, elle est assez, elle a de la sagesse, cette courbe. Donc, 1906, c'est parce que nos réactions de stress sont pas mal les mêmes. Remarquez aussi quand le stress est optimal, c'est tout à fait ce dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une zone de réalisation, c'est le bon stress, là. On sent qu'on est satisfait et tout. Et le mauvais stress va souvent débuter par un sentiment de pression et il y a une perturbation émotionnelle. Le corps va réagir avec les réactions typiques là, que chacun sont un peu différentes, mais ça peut être l'accélération du rythme cardiaque, le fait de sentir qu'on peut avoir des tremblements, sentir que la voix peut trembler. Ça peut commencer comme ça, donc nos signaux d'anxiété. De la même façon, remarquez que lorsqu'on ne vit pas assez de stress, c'est pour ça que c'est positif, on manque de stimulation et ça se pourrait aussi que ça vous soit déjà arrivé de vous retrouver dans un contexte comme ça. Ce n'est pas l'objet de notre rencontre aujourd'hui, mais c'est pour dire qu'on a vraiment besoin de stimulation. Si on va maintenant voir un petit peu plus cette idée des facteurs qui pourraient contribuer à l'anxiété de performance, mais également en même temps sur lesquels on peut agir, bien, il y a deux facteurs, les compétences réelles qu'on a pour donner la prestation. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre bagage d'avoir, de savoir et de savoir-être aussi, de savoir-faire dans la situation avec ce groupe? Qu'est-ce qu'on a à côté comme perception de la faisabilité de cette tâche? Est-ce qu'elle nous apparaît faisable? Quelles attentes qu'on a vis-à-vis nous-mêmes et selon la situation? Et plus l'écart est grand entre nos compétences réelles perçues quand même, sont toujours perçues, et la perception de la faisabilité de la tâche et nos attentes, plus les écarts sont grands entre ces deux aspects-là, plus on va vivre d'anxiété de performance. Donc, l'idée, c'est de les rapprocher et de retrouver quelque chose qui est plus près. Donc, soit que, bon, souvent, on va faire les deux. Donc, on va chercher des formations supplémentaires au niveau de compétences spécifiques, comme on est en train de faire aujourd'hui. Et on va également réajuster nos attentes selon la situation. C'est vraiment la façon d'arriver dans une prestation d'enseignement en se disant, OK, qu'est-ce que j'ai comme compétences réelles? Je peux me développer là-dessus. Je fais des formations et à côté de ça, ben, si je n'ai pas la formation encore, je n'ai pas eu la chance de la développer, ben, mon attente sera beaucoup plus souple vis-à-vis moi-même. Et parfois, je sens que j'ai des bonnes compétences, là, on se pousse davantage et ça va même nous stimuler de se pousser davantage. Donc, c'est vraiment cette idée-là de pister l'un et l'autre. Mes attentes pour cette prestation, quelles sont-elles et comment je me sens en termes de compétences? Peut-être ce qui peut être aidant au niveau justement d'une situation de performance, ça serait de pouvoir se dire, d'accord, elle arrive, l'anxiété arrive. Là, on n'a pas le choix, on n'est pas dans ce qu'on nommait tout à l'heure. L'écart est arrivé, l'écart est grand. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la situation? Ben, c'est sûr que tout ce qui est possible autour des choix va vraiment être un aspect central. Parce que faire un choix, ça veut dire retrouver une potentialité de maîtrise, comme si on essaie de voir ce qui est possible de faire dans la situation. Donc, ça pourrait être, par exemple, si on a parlé et qu'on a figé, on a perdu, dans le fond, le fil de la formation, ça peut être de dire, ben, écoutez, attendez, je vais aller revoir mes notes. Donc, le choix, ça serait de laisser, par exemple, la classe temporairement, avec la potentialité que les étudiants se remettent à parler, de retrouver un espace pour aller prendre ses notes pour revenir. Mais on pourrait décider aussi de rester dans l'échange avec eux pendant un bout, puis leur poser des questions, plutôt que d'aller voir nos notes. Donc, c'est vraiment l'idée de faire des choix. Et ça, c'est
associé à qui on est. C'est vraiment beaucoup faire des choix en fonction de ce qui nous convient et de ce qui va être notre priorité, justement. Donc, dans ce que vous mentionnez, choisir les priorités, utiliser l'humour, ça, ce sont vraiment des situations qui vont aider beaucoup en situation de performance pour se réajuster. Voir le côté défi, ça peut aussi être un bon défi parce que ça veut dire que ça nous mobilise. S'exposer à la pratique. Plus on le fait, hein, vous savez, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est-à-dire pourquoi on stresse énormément en début de session et puis beaucoup moins vers la fin? Bien, il y a bien sûr le fait de connaître plus le groupe, on n'est plus dans la nouveauté, mais il y a aussi le fait de s'être pratiqué avec eux, en fait, de les voir souvent et de sentir qu'il y a moins de stress au fil des semaines. Remettre en question sa voix intérieure critique si vous avez l'impression que c'est celle-là qui apparaît, plus le côté un peu, si on veut, critique tellement grand parce qu'on est quand même dans un milieu où on en parlait tout à l'heure, les étudiants peuvent être critiques. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant de s'arrêter un peu. Qu'est-ce que j'ai comme première réaction? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Et faire comme si peut nous aider. Il y a un côté acting quand même à la performance, c'est-à-dire on peut s'aider en faisant comme si on était relativement à l'aise avec l'incertitude de qu'est-ce que ça veut dire l'enseignement. Ça peut être utile à certains moments de pouvoir se permettre ça aussi. Ce n'est pas nécessaire d'être tout le temps compétent, en fait, dans tout ce qu'on fait. Il y a une partie où est-ce qu'on peut se permettre autant on peut, si on veut, se retrouver dans une situation où est-ce qu'on n'est pas certain, autant on peut centrer sur ce qu'on est un peu plus certain. C'est un peu comme l'idée du verre vide ou du verre plein. Sur quoi je me centre lorsque je viens pour faire la pensée, c'est celle-là. On ne peut pas s'empêcher de penser, mais on peut décider qu'est-ce qu'on choisit comme pensée. S'inspirer des situations de performance que vous avez déjà faites également, soit au niveau du sport, soit au niveau d'aspect artistique. L'anxiété de performance a été beaucoup plus étudiée sur ces clientèles-là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été proposées, si vous lisez là-dessus, mais c'est intéressant aussi de partir de nos propres expériences sur ce plan-là pour voir comment on a fait face et de pouvoir les appliquer dans l'enseignement. Improviser sur ses provisions. Oui, donc cette idée de pouvoir partir toujours de soi avec ce qu'on a comme bagage, nos propres anecdotes, nos propres histoires et de pouvoir partir de ça pour tolérer, dans le fond, les moments où on a été un peu moins en phase avec le groupe. Merci pour vos suggestions. Et il y a aussi Mélanie qui mentionne accepter de ne pas avoir réponse à tout, questionner mon groupe, faire une brève recherche ou revenir après le cours. Donc là-dedans, il y a cette idée, bien sûr, de dire je vais y réfléchir, je ne sais pas encore, je vous reviens la prochaine fois, ou je vais aller m'informer et je vous reviens sur. C'est un truc qui, moi, en tout cas, personnellement, m'a sauvé de nombreuses situations dans les prestations d'enseignement. Et vous avez plusieurs suggestions ici. Je vous invite également, on peut peut-être aller voir aussi un autre aspect qui peut être intéressant pour nous aider à comprendre, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Peut-être un petit mot sur le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est qu'il s'agit d'une situation, ça ne nous arrive pas tout le temps, ça, mais c'est souvent quand c'est nouveau qu'on va avoir le syndrome de l'imposteur ou encore plusieurs étudiants qui sont en maîtrise au doctorat, lorsqu'ils donnent la formation au départ, ils peuvent avoir ce sentiment-là. Quand on arrive aussi dans un département, dans une faculté, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on pourrait avoir une impression de tromper son monde sur ses réelles capacités ou compétences. Le doute s'est installé, puis il pourrait y avoir une peur plus ou moins intense à l'idée d'être démasqué devant cette situation où on ne serait pas complètement compétent. Mais en même temps, ce qui va se passer, c'est comme un biais cognitif presque systématique d'une mauvaise attribution lorsque l'on réussit. Alors, c'est un peu ça la spécificité du syndrome de l'imposteur. Et si on va voir dans le petit modèle là, qui peut concrétiser un peu plus quand est-ce que ça nous arrive. Par exemple, vous voyez, il arrive un stress, une situation un peu plus de stress. On a donné une prestation d'enseignement. On pourrait douter de sa légitimité. C'est surtout autour de ça qu'il va y avoir le questionnement. Et un biais cognitif peut apparaître, ça peut nous amener vers une anxiété. Et là, on peut faire quoi? Ben, quand il y a du stress, souvent, il y a des réactions automatiques de stress qui se
s'enchaînent, qui sont automatiques elles aussi. Donc, on pourrait procrastiner, travailler intensément. Et là, on pourrait, par exemple, surplanifier et vraiment faire un cours super et tout le réussir. Et ce cours-là, on va le donner. Mais quand arrive le moment où on pourrait avoir un commentaire positif, ah, c'était intéressant ton cours, on se dit, ouais, mais dans le fond, si la personne savait, je n'étais pas sûre. C'est comme si on n'ose pas se l'attribuer. Alors, c'est un petit peu ça, le cercle dans lequel on est pris dans le syndrome de l'imposteur. Donc, dans le fond, si on va voir l'idée générale de ça, dans les suggestions, ça serait vraiment de retrouver son sentiment général de légitimité, pardon, en s'entraînant, parce que ça s'apprend un peu comme ça dont on parlait tout à l'heure, on peut apprendre toutes sortes de choses dans l'enseignement, mais s'attribuer le côté personnalisé de la réussite et du succès dans lequel on a été impliqué suite à nos efforts. Reconnaître sa part de succès, mais nuancer beaucoup, en fait, aussi sa vision de soi. La nuance est l'élément clé parce qu'on sort, lorsqu'on on nuance, on se dit, ah oui, il y a eu tel moment où ça allait très bien, puis il y en a un autre où ça allait moins bien. Et c'est surtout ça. Donc, si maintenant on revient à cette approche un peu dont on parlait aussi au niveau de l'anxiété de performance, un autre des traits qui peut y être associé à la prochaine diapo, on va retrouver cette idée du perfectionnisme. Vous savez comme moi que le perfectionnisme est un de nos beaux défauts dans certains milieux, par exemple, comme à l'université. Un beau petit défaut qui aide à plein de niveaux, des études très intéressantes qui ont été faites sur l'intérêt du perfectionnisme, plus interne, mais moins externe. Mais si on revient à cette idée du perfectionnisme, puis de la flexibilité, là, on peut commencer à pouvoir, si on veut, se donner un peu de marge de manœuvre, la flexibilité. Dans le perfectionnisme, on sent qu'il y a comme une voie qu'il faudrait absolument suivre, alors que dans la flexibilité, on peut se permettre de ne pas être parfait, autrement dit. Et cette idée, si ce n'est pas parfait, qu'est-ce qui arriverait si ma prestation n'est pas parfaite et que je me suis trompée? Quel est le pire qui pourrait arriver? Un peu comme pour confronter notre imagination, parce que dans l'imagination du pire, on va souvent avoir en tête toutes sortes de scénarios, mais il reste un peu en suspens. Alors que quand on se demande vraiment, oui, mais qu'est-ce qui serait vraiment désagréable qu'il arrive, bien, on dirait qu'on revient un petit peu plus à quelque chose de réaliste. Et est-ce que je peux me reprendre si ce n'est pas ce que je souhaitais? Donc, quelques idées, quelques pistes pour aborder la dimension du perfectionnisme. Et on peut poursuivre avec cette idée peut-être d'une conception du rôle. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose d'un peu dans lequel on peut être porté vers une idéalisation de ce que ça serait être un bon enseignant? Alors, Hélène, je te laisse la parole pour la suite. Oui, merci Josée, c'est tellement intéressant. Alors moi, j'aurais envie, oui, de parler avec vous de la conception idéalisée de ce qu'est un bon enseignant. Alors, j'aimerais vous poser la question, encore une fois, j'aimerais voir vos réponses dans le clavardage. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous un bon enseignant? Qu'est-ce que devrait être un bon enseignant? Alors, allez-y, je regarde dans le clavardage. Donc, merci Mélanie. Être à l'écoute des besoins de ses étudiants, en effet, c'est un aspect très important d'être à l'écoute des besoins, être engageant, merci Julie, compréhensif, dynamique, bonne capacité de vulgarisation, Magali, empathique, patient, captiver ses étudiants, en effet, quelqu'un qui arrive, qui sait absolument, et que ça va vite, un bon enseignant, point de vue d'enseignant ou d'étudiant, à votre point de vue à vous, qu'est-ce qu'un bon enseignant? Comment devrait être un bon enseignant? Compétent, stimulant, clair, Gabriel, transmettre une passion. La passion, c'est extrêmement important, on va y revenir. S'adapter à ses étudiants. Alors, écoutez, flexible, la flexibilité, en effet. Alors, je vous remercie, bon pédagogue. Il y a plusieurs éléments extrêmement intéressants, captivants, motivateurs. La motivation est extrêmement importante, en effet. Alors, voilà, la conception idéalisée de ce qu'est un bon enseignant. On idéalise souvent, hein, on a des attentes parfois qui sont, il faut avoir des attentes qui soient réalistes vis-à-vis de soi.
Et on idéalise aussi les bons communicateurs, les bons orateurs. Hein. Aujourd'hui, on peut en entendre, puis on se dit, waouh, ils sont vraiment bons. Il y a, comme Josée le mentionnait, il y a un petit côté show aussi. Quand on enseigne, on se dit, on veut donner un bon show, puis on se met de la pression. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est que les extravertis qui peuvent arriver à donner un bon cours? Pas nécessairement. C'est pas nécessairement. On peut être introverti et avoir sa façon d'enseigner qui est très intéressante aussi et captiver les étudiants. Pardon. Puis, on a aussi valorisé le côté exceptionnel de la communication. Et on sait qu'aujourd'hui, outre tout ce que vous avez mentionné, puisque je mentionne ici, la relation entre l'enseignant et l'étudiant est extrêmement importante. La qualité de la relation, c'est un des facteurs de réussite justement pour les étudiants dans l'apprentissage. Alors, Josée, excuse-moi, je te laisse aller. Oui, donc justement, peut-être que si on est dans la relation, je pourrais rebondir là-dessus, l'importance de la relation, dans une relation où on peut se permettre d'être soi, on peut se permettre aussi peut-être d'aller vers quelque chose de plus souple que notre dimension du perfectionnisme. Parce que dans le perfectionnisme, j'en parlais tout à l'heure, il y a des aspects intéressants, puis il y en a d'autres qui le sont moins. Ça peut être intéressant de le voir beaucoup sous l'angle de cette question. Est-ce que je pourrais viser le juste assez bon ou le toujours plus? Le toujours plus étant davantage associé au perfectionnisme dans la prestation. Donc, on sait que enseigner demande une grande, grande énergie, mais est-ce qu'il y a des fois où on pourrait se dire c'était juste assez bon et que ça se peut que ça soit intéressant qu'on puisse se permettre ça? On pourrait partir de cette idée du principe du good enough, vous m'excuserez l'anglicisme. C'est un peu difficile de le traduire exactement par juste assez bon, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais en réalité, le principe du good enough, c'est cette idée comme quoi on a une qualité dans ce qu'on fait, mais il reste une petite place pour l'imprévu. C'est-à-dire que tout n'a pas été placé, tout n'est pas parfait à tous les niveaux et donc on peut s'ajuster. Il reste de l'énergie s'il arrive un imprévu. On parle de ce principe-là aussi pour essayer de faire le lien avec notre qualité de vie à côté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on développe une prestation d'enseignement, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est jamais fini de l'améliorer. Il y a toujours, mais il arrive peut-être après 3 fois un moment où on se dit, ça, c'est juste assez bon pour moi. Mais dans une première, disons, prestation, on peut aussi se permettre peut-être ce principe-là. Donc, je vous pose la question, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Et il y a un auteur qui s'est intéressé à la passion, en fait. Justement, quelqu'un parlait de la passion. C'est Robert Vallerand, c'est un chercheur en psychologie sociale, s'est intéressé particulièrement au concept de passion harmonieuse ou obsessive. Et les études et les recherches ont montré que dans la passion harmonieuse, on a justement un peu plus cette place pour le good enough et on peut se réajuster alors que dans la passion obsessive, il y a davantage de risques d'avoir des effets sur sa santé psychologique. Donc, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Donc, oui, l'imprévu peut être stressant, effectivement, et comment on peut le faire, comment on peut se préparer. Est-ce qu'on parle d'un défi, oui, versus une exigence? C'est un bon exemple, je trouve. Vraiment un très bon exemple. Donc, on peut peut-être aller voir des façons de relativiser son stress et son anxiété. Ce qu'on vous propose dans nos réflexions aujourd'hui, relativiser son stress et son anxiété, c'est cette idée de prendre du recul. Peut-être pas se demander de rajouter un autre sentiment de compétence, d'être en plus bon au niveau du stress. Il y en a tellement de demandes qu'on a comme enseignant. Donc, qu'est-ce qui peut nous aider le plus? Pouvoir prendre du recul et remarquer les pensées qui apparaissent. Oui, il y en a qui vont être exigeantes, mais il y a aussi des pensées bienveillantes qu'on va avoir. Mais l'idée, c'est de pister celles qui sont les plus aidantes avant de donner une prestation, par exemple. Tu sais, le moment où on s'en va, juste avant de donner la prestation. Pendant la prestation, on a moins accès à nos pensées. Là, on est beaucoup plus centré sur toute l'organisation de la classe. Mais après, on peut y avoir aussi accès. Donc, essayer de pister les pensées qui peuvent être aidantes et choisir ses combats. Chaque groupe sera différent. Il y aura
pas possibilité de tout faire, donc on choisit quoi. On dit non à quoi pour dire oui à quoi. C'est un peu l'idée. Donc, prendre du recul et reconnecter à son style d'enseignement à soi, ses propres valeurs, ce qui est important dans notre façon d'enseigner, ses motivations, pourquoi on est là. Qu'est-ce qui fait qu'on est là? Ça, c'est toujours intéressant et d'entendre les collègues aussi, vos collègues, pourquoi ils donnent ce cours, qu'est-ce qui les intéresse dans cette prestation-là. Donc, on dirait qu'on reconnecte automatiquement ce qui est essentiel pour nous et revenir à maîtriser ce qu'on peut maîtriser pour retrouver son pouvoir d'action. Ça aussi, c'est ce qui est l'élément. Donc, on ne peut pas tout contrôler, mais on peut contrôler certaines choses par des actions très concrètes. Voici les grands éléments qu'on vous suggère, des pistes de réflexion. Et j'attire votre attention sur cette idée aussi qui peut peut-être parler à certains d'entre vous. Donc, reconnaître les pensées qui rongent. Celles-là, ce sont les ruminations dont on parlait tout à l'heure. Et ces pensées-là peuvent être paralysantes, donc accepter l'inconfort qu'elles peuvent provoquer pour devenir un peu avec une position du soi observateur. Et on pourrait penser à cette image, devenir solide comme le roc. Cette idée associée là, aux fameuses lettres, là, ralentir, observer et choisir, ça peut être des idées qui peuvent vous aider, se rappeler de ce qui a été fait aussi dans le passé, de toutes les prestations qui ont été faites. Donc, autant dans les plus difficiles, celles qui vous ont, comment vous vous en êtes sortis. Ça, c'est très intéressant de se raconter cette histoire-là. Qu'est-ce que j'avais fait pour me sortir de cette situation qui avait été compliquée puis qui a marché? Au final, des fois, ça peut être long, mais qui a fini par avoir un impact positif. Les solutions qui ont fonctionné aussi jadis et qui pourraient peut-être être inspirantes aujourd'hui. Et c'est cette idée aussi de dire, OK, il y a le stress, mais il y a l'aspect de moi qui n'est pas stressé. Donc, dans l'observation interne, un peu comme nos pensées bienveillantes ou nos pensées moins bienveillantes, mais si je suis moins stressée, je fais quoi quand je suis moins stressée? Donc, lâcher prise, le fameux lâcher prise, il vient beaucoup dans je lâche prise sur une action, mais j'en choisis une autre, en fait, pour agir dans la situation. Donc, on peut penser qu'on devient connecté à ce moment-là avec ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Ça nous amène peut-être dans une autre conception de la vulnérabilité en enseignement, Hélène. Oui, juste avant, voyez-vous, c'est un oubli de ma part, j'ai oublié de placer les moments de questions et de commentaires. Donc, je prendrai quelques instants si vous avez des questions que vous aimeriez nous poser, si vous voulez exprimer un commentaire, soit dans le clavardage ou avec le micro. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ou est-ce que vous voulez partager quelque chose avec nous? Est-ce que ça va? Qui ne dit rien consent. Alors, écoutez, j'imagine que ça va bien. Je ne vous vois pas, là. J'imagine que vous allez bien. Alors, n'hésitez pas. Oui, ça nous amène. Merci, Mélanie. Merci, merci, Valérie. Parfait. OK, donc de toute façon, après, vous allez recevoir un sondage. Vous remplirez ce sondage. Nous, ça nous aide après ça à améliorer les formations qu'on fait. Alors, la force de la vulnérabilité, alors parce que la vulnérabilité, se montrer vulnérable, c'est une force. Et se montrer vulnérable et se montrer tel qu'on est, ça demande énormément de courage et une grande confiance en soi, contrairement à ce qui est perçu dans la société. Alors, on se dit, pour se montrer vulnérable, c'est se montrer tel que nous sommes. Donc voilà, je vous le disais, ça demande une grande confiance en soi, ça demande beaucoup de courage. Et vous, comme professeur, vous êtes très performant, les étudiants vous mettent sur un piédestal, hein, vous représentez une autorité, vous êtes aussi des sommités dans votre domaine, vous maîtrisez des choses, vous avez fait énormément de choses, alors beaucoup dans la performance. Et quand vous vous montrez humain, quand vous montrez votre vulnérabilité à vos étudiants, c'est comme si vous les autorisiez eux aussi à être humains et à commettre des erreurs, à avoir des oublis, à ne pas être parfait. Donc, quand on n'est pas parfait, et on n'est personne, on est parfait, on le sait, n'est-ce pas? Donc, on a le droit d'être imparfait et on se doit d'être imparfait. On peut toujours essayer d'être parfait, ça met toute une pression sur soi et sur les autres aussi. Donc, se montrer vulnérable face à nos étudiants, ça les aide eux aussi. C'est pas celui qui lève la main et qui répond à toutes les questions et qui dit qu'il sait, je sais, moi je connais la réponse, moi je connais, moi je sais. C'est plutôt celui qui lève la main et qui dit, ben moi je ne sais pas, moi je ne connais pas. Pouvez-vous m'expliquer s'il vous plaît? Ça demande du courage, ça demande une grande confiance et c'est de se montrer tel qu'on est. Et ça donne la chance aux autres aussi d'exprimer
Moi non plus, je ne comprends pas. Hein? Souvent, les étudiants n'osent pas poser la question. Puis quand il y en a d'autres qui ont posé la question, là, on se dit, ah, OK, je ne suis pas toute seule. Alors, de laisser la place à cette vulnérabilité et on a le droit aussi, se donner le droit d'être stressé quand on vient devant nos étudiants, on a le droit. Alors, on va essayer de dédramatiser et de cette façon, les étudiants aussi, donc je vous disais, ils vont s'identifier à vous. Donc, vous avez un impact, vous avez un effet sur vos étudiants dans la façon dont vous allez être. Donc, si vous minimisez les erreurs, ce n'est pas grave. Que vous utilisez l'humour comme vous le disiez, mais ça va venir donner une chance aussi aux étudiants d'être dans leur authenticité aussi. Alors, Josée, je te laisse poursuivre. Oui, une image qui peut être intéressante, c'est celle du chêne et du roseau pour nous rappeler que lorsqu'il y a eu certaines, parce que parfois on peut vivre du stress parce qu'il y a probablement eu des moins bonnes expériences. On a parlé de 55% des gens là, qui avaient cette inquiétude au niveau justement du côté d'une présentation orale. Donc, dans le bagage, il y a des moments où probablement, il y a eu des difficultés qui auraient pu être vécues. Donc, des fois, ça nous revient, ces histoires-là, mais bon, j'aime bien l'histoire du chêne et du roseau parce qu'elle nous rappelle que quand arrive la tempête et des grands vents de côté, ben, le chêne, lui, va rester fort et croire qu'il n'y a pas de problème, qu'on va pouvoir faire face, mais bon, si le vent est très, très fort, il peut briser alors que le roseau va être très, très, très complètement de côté quand arrive la tempête, mais il va revenir. Donc, cette idée de la résilience, c'est aussi rebondir, s'ajuster, éviter. Aussi, il y a des situations qu'on a besoin de ne pas parler aux étudiants parce qu'on veut être dans notre bulle. Donc, se permettre d'être soi-même aussi dans cette façon-là de prendre des pauses, s'adapter à la situation, mais partir d'une expérience qui a été moins agréable et rebondir la semaine suivante. Donc, oui, alors cette image peut nous aider et on pourrait penser également à quelques pistes. Disons qu'on a toutes sortes d'idées. Alors, est-ce que vous avez des pistes qu'on pourrait aussi proposer? Comment on pourrait diminuer les symptômes liés au stress et à l'anxiété? Donc, on a parlé beaucoup depuis le début de tolérer l'anxiété et de prendre du recul. Mais ça se pourrait aussi qu'on arrive à diminuer vraiment les symptômes du stress et de l'anxiété pendant les prestations quand on sent qu'on est envahi. Alors, je vais poursuivre avec ça quelques pistes. Respirer, en effet, respirer, on va en parler de la respiration. Alors, n'hésitez pas à mettre des idées dans le clavardage. Alors, d'abord, bien se préparer. Alors, ça va vous paraître évident, mais en effet, plus on maîtrise son contenu, plus on maîtrise aussi les activités qu'on veut faire aux étudiants. Quand on se prépare, quand on réfléchit à son scénario pédagogique également, aux bonnes activités qu'on veut mettre de l'avant dans une séquence. Donc, on est préparé, on se sent prêt, donc on se sent confiance, ce qui va nous aider. Se désensibiliser, Josée en a parlé un peu. Alors, se désensibiliser, donc plus vous serez en situation où vous vous retrouvez devant un groupe, plus vous serez désensibilisé, moins ça va vous affecter. Donc, trouvez toutes les opportunités de prendre la parole en public, de poser des questions. Dans un autobus, vous vous tournez vers les gens qui vous regardent. Quand vous êtes à un concert, vous marchez peut-être vers l'avant et vous faites exprès, vous revenez, vous regardez les gens qui vous regardent. On va aussi proposer aux enfants dans les classes, va jeter quelque chose à la poubelle et quand tu reviens, regarde la classe qui est devant toi. Donc, s'exposer, comme le mentionnait Josée, et en psychologie cognitivo-comportementale, c'est quelque chose qu'on va beaucoup mettre de l'avant pour se désensibiliser. Donc, de saisir l'opportunité. Prendre acte. Quand vous arrivez devant un groupe, bon, vous n'arrivez pas 2 minutes à l'avance, hein, sûrement, à moins que vous soyez en retard, ce qui peut arriver, et ce qui est correct, c'est la vie, on peut être en retard. Alors, si vous arrivez 15-20 minutes avant, et là, vous voyez les gens rentrer, vous voyez qu'ils s'assoient, vous prenez acte de ce qui se passe. Prenez acte du fait que là, vous êtes devant eux et ils et elles vous regardent. Vous faites juste accepter ça. Ils s'assoient, ils vous regardent, vous prenez le temps de prendre acte, de comprendre ce qui se passe.
d'être là simplement dans le moment présent et d'accepter le regard des autres sur soi. Oui, ils vous regardent, oui, ils vont vous juger certainement, ils vont déjà avoir une opinion. On le sait, dès qu'on voit quelqu'un, on a une opinion. Elle peut être bonne, moins bonne, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Nous aussi, on est comme ça. Puis probablement qu'ils vont pas vous juger si durement, comme nous-mêmes. Hein. On ne juge pas nécessairement durement les gens qui sont devant nous en train de nous parler. Alors, acceptez le regard des autres, acceptez d'être le centre de l'attention. Là, en ce moment, c'est vous, que voulez-vous? C'est vous, vous êtes professeur, vous êtes enseignant, c'est vous qui allez parler. Vous avez des choses super intéressantes à raconter, à expliquer. Donc, acceptez d'être le centre de l'attention, se concentrer sur ce qui va se passer en ce moment. On m'appréhende et c'est l'appréhension qui vient grandir tout le stress, qui vient faire l'anxiété, toute cette appréhension. Alors, allons dans l'action, soyons là maintenant avec nos étudiants et cette appréhension va partir. Occupez l'espace, on dit prenez l'espace, vous, c'est vous qui êtes là, hein, c'est là, la lumière est sur vous. Prenez l'espace, prenez la place qui vous revient physiquement, installez-vous. Vous pouvez aussi bouger, marcher quand vous parlez, ne pas être statique, ça va aussi, vous allez faciliter aussi la communication de cette façon-là. Et pratique, quelqu'un l'a mentionné, de la respiration abdominale. Donc, je vais vous inviter, on va le faire, de respirer profondément. Déjà, commencez par expirer, parce que quand j'écoute des fois des gens, mes enfants ou d'autres personnes, expire, s'il te plaît, là. Respire, laisse aller, relâche. Alors, on inspire, mais il y a aussi l'expiration dans le processus de respiration. Alors, on va le faire ensemble. Alors, vous allez, quand on respire, on va gonfler le ventre. D'accord? On va expirer. Et quand on va inspirer, on va gonfler le ventre. En gonflant le ventre, vous venez faire bouger le diaphragme. Hein, c'est un muscle qui est entre la cage thoracique et le bas du ventre. Et à travers le diaphragme vont passer les nerfs, le nerf vague qui va aller jusqu'aux intestins, dans les intestins. Et ce nerf vague est lié au système parasympathique. C'est le système qui vient ralentir, qui vient diminuer le rythme cardiaque, qui vient ralentir, baisser la tension artérielle, en fait, qui vient vraiment vous calmer. Le système parasympathique, alors que le système sympathique, quand vous arrivez pour donner votre prestation, justement, ben là, c'est lui qui se met en branle parce qu'il y a un stress. Comme Sonia Lupien le mentionne aussi souvent, le cerveau ne sait pas reconnaître un vrai stresseur qui est vraiment dangereux pour vous, qui pourrait vous tuer, comme l'espèce de mammouth dont parle Sonia Lupien, et le fait d'aller donner son cours. Vous n'allez pas mourir. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais le cerveau ne sait pas reconnaître la différence entre les deux. La différence, c'est que les hommes préhistoriques, quand ils chassaient le mammouth, ils utilisaient toute cette énergie de stress pour attaquer le mammouth et le tuer. Donc, quand on vit un grand stress, il faut l'utiliser souvent physiquement, aller courir, marcher, danser et l'utiliser de façon optimale. Donc, on va faire cette respiration, ça va tout de suite vous détendre. Vous pouvez même placer les doigts ici, là où vous sentez le rythme cardiaque, ou ici au poignet. Et vous allez voir que votre rythme cardiaque va diminuer. Donc, on va le faire, on va expirer, on va juste se concentrer, on va se calmer un petit peu et on va juste expirer, s'il vous plaît, jusqu'au bout. Là, on va inspirer, on va gonfler le ventre. Et on retient. Et là, on va expirer très lentement, plus lentement que l'inspiration. Ça devrait être un peu plus long que l'inspiration. Quand vous expirez, vous allez sentir le rythme cardiaque qui va diminuer. Donc, vous faites ça quelques fois. Parce que même si on vous dit « ça va bien aller » ou se dire « ça va bien aller », mais vous êtes quand même nerveux, vous êtes quand même stressé. Donc, physiologiquement, vous pouvez faire ça pour activer le système parasympathique. Parler lentement, expirer, ça je l'ai dit, vous avez le droit de parler lentement. Moi, je parle vite, là, mais on peut ralentir, c'est quelque chose que je dois aussi améliorer. On peut aussi, pour les premières fois, pour s'aider, compter 1, 2 après chaque phrase, faire des pauses, des silences, ça fait partie de la communication. Vous allez susciter l'intérêt aussi, on peut faire des silences. Se rappeler que les étudiants sont là pour apprendre quelque chose de vous. Ils se sont inscrits à votre cours, donc ils sont intéressés déjà par ce que vous allez leur dire.
vous concentrer sur ce que vous voulez leur apprendre plutôt que de se concentrer sur les 200 regards qui sont sur vous. Vous vous concentrez sur votre contenu, sur ce que vous voulez leur dire. Vous voulez leur transmettre une passion, alors vous concentrez là-dessus. Vous pouvez quand même regarder certaines personnes dans votre auditoire. Vous remarquez les personnes avec qui vous avez un bon contact, qui vont hocher de la tête, qui vont sourire, des regards bienveillants qui vont vous aider. Donc, vous pouvez faire cela. Exprimer comment vous vous sentez. Alors, on peut faire de l'humour, vous l'avez mentionné. À ce moment-là, vous pouvez nommer l'éléphant qui est dans la pièce. Hein. Si vous tremblez, si vous êtes hyper mal à l'aise, puis que les gens le voient et personne n'en parle, là, il y a un malaise qui s'installe. Donc, vous pouvez le dire, écoute, là, je suis un peu nerveuse, mais ça va passer. J'en ai donné d'autres cours, ça va aller, ne vous en faites pas pour moi, ça va partir. Je suis très contente d'être là en passant. Et voilà, vous pourriez dire des choses comme ça. Bon, prévoir les problèmes qui pourraient arriver. Alors, on va avoir pensé à des plans B, ça nous aide aussi, c'est certain. Qu'est-ce que oui, revoir ses notes aussi. Alors, par rapport au débit, à l'intonation de la voix, ça s'apprend. Ça s'apprend. Alors, on peut moduler la voix. Je disais aussi rendre vivant ce que vous avez à raconter et raconter quelque chose. Mettez-y de l'émotion. Partagez votre passion. Rendez vivant le discours que vous avez à faire. Devenez vivant. Partagez ça comme il faut et faire, comme je dis, des silences, parler fort, parler doucement aussi. Vivez ce que vous enseignez. Et je voudrais simplement vous signaler qu'il est faux de croire que les étudiants aujourd'hui portent attention que 20 minutes. C'est faux, c'est un neuromythe, ça a été défait. Les étudiants vont porter attention plus longtemps. Hein. Nous, quand on regarde un film de 3 heures, on est captivé. Quand on peut entendre un orateur pendant 2 heures de temps, on est captivé. Après 2 minutes, certains, on va se dire, oh, c'est bon, c'est plate. J'espère que ce n'est pas ce que vous pensez de nous, mais écoutez, de toute façon, ce n'est pas le sujet. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que vraiment, l'intérêt est là si la personne est intéressante. Et je vais vous faire parvenir cette étude qui m'a été partagée par Steve Masson. Écoutez, on arrive à 1 heure, on va se dépêcher. Là. Comme je vous disais, c'est la première fois qu'on donne. Oui, vous avez de la misère à regarder un film au complet. Ouais, ça dépend peut-être du film. Je laisse la parole à Josée. Oui, mais merci beaucoup pour cet exemple justement de d'avoir fait justement une respiration. Tout de suite, ça nous connecte au côté parasympathique. Je pourrais vous suggérer aussi d'autres pistes, c'est-à-dire que lorsqu'on est avant le cours, on pourrait beaucoup utiliser la technique de visualisation et comme l'imagination s'emballe lorsqu'on vit de l'anxiété et qu'on peut penser qu'on imagine des scénarios catastrophes, mais on peut aussi imaginer tout ce qu'on va faire et qui pourrait fonctionner. Donc, ça compense, ça n'enlève pas le fait de penser aux scénarios davantage catastrophiques, mais ça permet de développer une approche stratégique, en fait. Et on revient à cette idée du plan B, mais en imagination. Donc, on construit, ici se passe telle chose, je vais faire telle chose, et on voit qu'on peut le faire, contrairement au rêve dont on parlait tout à l'heure. Quelques applications mobiles, Méditer avec Petit Bambou et Headspace, qui sont 2 coups de cœur qu'on vous suggère, qui peuvent être des outils justement pour faire le lien avec la respiration et également de la méditation. Et on vous laisse avec nos mécanismes de défense adaptatifs humains. C'est tiré d'une grande étude longitudinale, une des plus belles études qu'il y a eu sur notre façon de s'adapter aux événements ou à l'adversité ou aux événements exigeants. Donc, l'humour, on en a parlé beaucoup depuis le début. Mais l'altruisme, c'est cette idée du guide, d'être là aussi dans la relation avec les étudiants. Souvent, ça va nous permettre de nous centrer sur justement notre motivation et sur l'essentiel. La sublimation, c'est la dimension créative. C'est vraiment, on va parler de comment sublimer nos angoisses par l'art ou le sport souvent, mais il y a une dimension artistique et presque sportive à certaines prestations. Donc, pourquoi pas? La mise à l'écart, c'est cette idée de pouvoir s'arrêter, de dire je vais y revenir. Pour l'instant, je ne peux pas tout régler. Et je vais y réfléchir dans un moment où je pourrais un à un prendre les situations auxquelles j'ai été confrontée et trouver des solutions. Et l'anticipation, c'est ce dont on parlait, cette idée de pouvoir imaginer ce qui est positif. Donc voilà, peut-être on pourrait penser à l'idée de se faire un plan d'action, un objectif à la fois. Alors oui, alors on vous a dit toutes sortes de choses. Alors, se faire un plan d'action pour mettre des actions justement de l'avant pour s'améliorer.
Alors, on sait que le TRAC se manifeste avant le danger et qu'il se dissipe pendant l'action. Donc, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Parfois, elle n'est pas trop froide ou trop brûlante, elle peut être tiède. Puis, si c'est un peu chaude, ben, on peut s'ajuster aussi, comme on l'a vu. Alors, l'appréhension, c'est vraiment toujours ce qu'il y a de pire. Hein? Alors, se faire un plan d'action, un objectif à la fois. Alors, on va identifier vous-même, vous pourriez, dans les prochains jours, les prochaines semaines, au début d'une prochaine session, peu importe, là, identifier un objectif ou deux avec une date butoir pour votre session, puis décrire quels seraient les indicateurs de réussite. Admettons, vous dites, moi, je veux calmer mon débit, alors je vais faire de la respiration abdominale, puis je voudrais parler plus lentement ou je voudrais être plus vivante quand je parle. Enfin, donc, vous placez votre objectif, quels sont vos indicateurs, quelles actions vous allez mettre de l'avant, quels gestes vous allez poser dans un calendrier, un échéancier. Alors, vous pouvez faire ça aussi, vous pouvez avoir un journal de bord à l'intérieur duquel vous allez noter comment vous vous sentez, dans le temps aussi, ce que vous avez mis de l'avant, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc., les changements observables. Donc, c'est important d'accepter de faire ça un pas à la fois, hein, un objectif à la fois. Et on se rappelle qu'on maîtrise bien ce que l'on peut maîtriser. Alors, écoutez, on aurait maintenant terminé. Si vous avez des questions, des commentaires, on s'excuse, hein, vraiment. Écoutez, comme je vous dis, c'est la première fois qu'on la donne. Simplement pour terminer, peut-être la médiagraphie à laquelle vous aurez droit. On a mis différents auteurs. Je vais laisser José en parler. Je vais juste vous mentionner Christophe André, que j'adore, Mathieu Ricard, que vous connaissez aussi certainement, Frédéric Lenoir et Brené Brown. Brené Brown qui a aussi écrit des livres et qui fait des conférences que vous pouvez trouver sur le web sur la force de la vulnérabilité. Alors, est-ce que, José, tu veux ajouter quelque chose pour la médiagraphie? Oui, nous vous laissons le site lestresshumain.ca qui est le site du Centre d'études sur le stress humain et évidemment le livre de Mme Lupien, Par amour du stress. Je vous laisse aussi une approche qui s'appelle ACT en psychologie, l'Acceptance and Commitment Therapy, si vous êtes intéressé, avec le piège du bonheur, vraiment très intéressant, et des dossiers sur l'anxiété de performance, comme avec le CAPRES, où il y a un organisme où ça a été développé, puis vous pouvez avoir accès au site Internet, et des projets qui se passent aussi avec les étudiants, comme Corsa, en lien avec l'UQAM, mais un projet qui est actuellement pour les gens au travail avec Oreca. Donc, c'est Simon Grégoire, un professeur de l'UQAM qui s'est beaucoup intéressé au côté très concret d'une gestion du stress beaucoup plus axée, je dirais, sur l'acceptation et l'engagement, les actions concrètes qui sont développées. Donc, vous avez également le livre de Valran, The Psychology of Passion, Dualistic Model, et puis, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Il y avait aussi un livre de Peli Solo qui peut aborder différents trucs là, hein, qui sont associés, Hélène, à ce que tu mentionnais tout à l'heure. Les 10 commandements contre le TRAC, en fait, vous pouvez trouver ça sur Internet. Alors, je te remercie chaleureusement, José. Merci pour avoir participé, d'avoir conçu avec moi cette formation. Merci à tous les participants, à toutes les participantes. Je vous invite à consulter le site du CPU et à vous inscrire à d'autres formations. Vous avez accès à toutes sortes de formations qui sont gratuites, qui sont offertes pour vous aider dans votre enseignement. Et je veux vous dire que nous aurons prochainement l'école d'été qui aura lieu le 30, 31 mai et 1er juin prochain. On aura éventuellement la programmation qui sera affichée sur le site du CPU. Alors, merci et je vous souhaite une bonne continuation. Merci Hélène et au plaisir. Au plaisir, oui.